Salut Mathieu. Salut Frédéric. C'est pas évident, hein? Non, c'est la première, il paraît. Ouais, il paraît que c'est la première et on est hyper content que ce soit avec toi. Bah, moi aussi, je suis content Mathieu d'être là. Mazin, tu es le co-directeur de Singa Lyon. Donc on va parler de tout ça. Bien sûr. Tu as bien compris qu'on est dans un podcast qui s'appelle Demain. Ok. Ça, c'est le concept. Et l'idée, c'est que demain commence aujourd'hui. Donc avec toi, on va essayer de parler à la fois de ton parcours, de ton engagement, de ce que tu fais aujourd'hui chez Singa, de tout ce qui s'est passé dans ta vie et comment est-ce qu'on peut penser demain, quoi. Donc c'est une première. On est ici au Yassi Hotel. On est heureux de les saluer parce qu'ils nous accueillent gentiment. Et voilà. Alors, j'allais dire, ma première question, elle est toute simple. C'est si je te dis demain, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, demain ? Demain, ça m'enthousiasme. Oui, ça m'enthousiasme. Ça me rend confiant quand je vois certaines choses. Ça m'attriste et ça m'a peur quand j'en vois d'autres. Mais au final, demain, c'est juste la vie d'aujourd'hui avec la surprise qui se pointera au réveil. Et ça, c'est hyper stimulant. Alors, on dit souvent que demain, c'est un temps qu'on ne connaît pas. Hier, c'est passé, il n'y a que aujourd'hui qui compte. Est-ce que tu as quand même le sentiment d'être dans l'aujourd'hui quand tu penses à demain ? Ou comment est-ce qu'on fait pour penser demain, d'ailleurs ? Bah, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression à penser demain parce que demain, on le rencontrera jamais au final. Puisque demain, c'est le aujourd'hui de demain qui nous amènera à nous positionner, à réfléchir, à appréhender, à saisir ou non des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est normal parce que demain c'est l'inconnu et que c'est grisant de se projeter dans l'inconnu. Ça fait pas peur de se projeter dans l'inconnu. Toi, t'as jamais peur de ce qui va se passer demain ? Je sais pas si j'ai pas peur, je dirais que en fait, soit on décide d'avoir peur et à ce moment-là on reste sur place et du coup demain est un éternel aujourd'hui et c'est pas enviable. Ou alors on se dit que demain, oui, ça peut être effrayant, mais dès lors qu'on est bien accompagné, et je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être bien accompagné, et ben demain en fait c'est juste un train à prendre et un voyage assez sympa à pratiquer. Ce sera pas simple tout le temps, mais hier n'était pas simple tout le temps non plus, donc a priori il n'y a pas de raison que demain soit pire qu'hier. Et qu'est-ce que tu faisais hier, hein, du coup, avant aujourd'hui ? Bah hier déjà c'était le week-end, donc je me suis reposé un peu. Ouais. Mais sinon non, j'ai fait plein de trucs. Ouais, parce que quand je regarde, tu sais, je me suis amusé à regarder quand même avec les internets. Maintenant, c'est assez facile. Quand on regarde ton parcours, moi j'ai vu des trucs de dingue là. Il y avait Fédération de golf allemande. Ça, je crois que c'est le top celui-là. Ouais. Directeur de la communication dans un bar à Toulouse parce que t'es toulousain. Ouais. Et ça, tu m'as dit, tu le revendiques. Ouais. Tu es parti au Cambodge, tu as été dans une bagagerie sociale, tu as été consultant en com et en plantation d'arbres. Ça aussi, il faudra que tu m'expliques. Ouais. Tu as créé l'antenne de Hadi et Villeurbanne et aujourd'hui, tu es à Singa Lyon. Ça fait étrange de regarder un peu un parcours comme ça. C'est quoi d'ailleurs consultant en plantation d'arbres ? Alors, je n'étais pas consultant en plantation d'arbres, mais je pense que du coup, mon Internet LinkedIn, raconte n'importe quoi. Non. Internet raconte ce que j'ai mis dedans et à ce moment-là, j'ai peut-être été très clair avec Internet. En gros, c'était un moment où je pense beaucoup de gens sont passés par là. J'étais dans une période où je cherchais un peu ce que je voulais faire et a priori mon parcours il m'avait quand même mené vers la com. J'ai fait une licence dans ce sujet-là, j'ai travaillé des années, tu le disais, dans le milieu de la nuit à Toulouse sur ce sujet-là et j'ai accompagné des potes qui montaient leur boîte pour créer des identités visuelles, les accompagner dans leur stratégie au niveau de l'image. Et j'ai voulu me lancer officiellement dans ce truc-là. Et en même temps, la com, c'est un métier qui m'intéressait, mais qui ne me passionnait pas suffisamment pour me projeter essentiellement là-dedans. Et je n'arrivais pas forcément à y trouver un sens. Parce que moi, mon objectif dans la vie, c'était de travailler, faire de l'humanitaire. Ça, tu le sais depuis longtemps ? Ça, je le sais, je pense, depuis que j'ai 18 ans. Parce que j'étais scout avant. Je le suis toujours par moment et on a monté un projet avec des potes à l'époque de solidarité internationale. On est parti en Inde et en fait je me suis rendu compte que pendant ce voyage en Inde, bon déjà on a servi à rien mais on a servi à rien. On a 19 ans, on arrive dans un endroit où on mesure pas la culture, on mesure pas les vrais besoins des personnes. On travaille avec des jeunes, des très jeunes qui vivaient la violence de la rue de l'Inde qu'on peut imaginer. L'extrême pauvreté, c'est-à-dire que tu as eu l'impression de ne pas forcément servir et en même temps, d'abord tu sais pas, peut-être que ça a servi à quelque chose et en tout cas toi, ça t'a servi. Ouais, c'était un déclic. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis retrouvé à faire des choses que je n'avais pas fait jusque-là auprès de personnes qui a priori avaient des besoins auxquels peut-être je répondais ou pas, mais en tout cas on a vécu des bons moments. Et je me suis dit, si je peux faire ça de ma vie, en fait ça va être cool. En fait mon travail ça va être des vacances.
Donc bon, ça c'était ma vision erronée de l'humanitaire à l'époque. On a 19 ans, j'ai 19 ans, peut-être un peu candide. En même temps, c'est l'âge pour ça. Exactement, et heureusement que j'ai eu cette expérience-là parce que ça m'a amené à faire des choix par la suite et aujourd'hui je suis pas du tout déçu de là où je suis arrivé. Est-ce que tu as hésité à un moment d'ailleurs entre... Parce que tu es musicien aussi, on reparlera un peu de ça et de cette passion, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit, tiens, entre l'humanitaire ou la musique, parce que quand on a 18 ans et qu'on a un groupe de rock, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, avec des copains, est-ce qu'on se dit pas, tiens, j'ai envie de faire ça de ma vie ? Si, mais en fait c'est toujours questionner la part du concret et du rêve, c'est-à-dire que quand tu as 19 ans, tes parents, tu leur dis je voudrais faire de la musique, ma mère la première chose qu'elle m'a dit c'est pas un métier, et on est assez influencé, et puis en plus moi je viens d'une famille où il y a une valeur travail qui est assez forte, une valeur, la valeur de aussi arriver au bout du chemin, et l'instruction était hyper importante, et mes parents ils m'ont toujours dit nous on travaille pour que vous alliez plus loin que nous, on a pu aller. Cette phrase n'était pas parfaite, mais vous avez l'idée. Et moi, je m'étais mis en tête, mes parents, ils sont allés à tel niveau d'études, et moi, il faut absolument que je valide un master, quoi. Est-ce que c'était réfléchi ou non? Avec le recul, je pense que c'était un peu une pensée adolescente. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et la musique, c'était pas vraiment une option, c'était juste un truc avec des copains. On s'amusait bien, mais tu te rends compte que c'est pas si facile. En fait, un groupe, c'est comme une entreprise, c'est des obligations, c'est des responsabilités, c'est penser un modèle. Et nous, on était juste 4 petits gars à arpenter les bars et la nuit toulousaine pour faire des concerts, ramener nos copains, passer des bons moments. Et c'était pas assez sérieux à ce moment-là, et je regrette pas du tout. Et l'humanitaire, pour tes parents, ça semblait plus sérieux du coup ou pas? L'humanitaire, oui, parce que c'est un vrai métier. Après, ça inquiète forcément, parce que quand on dit humanitaire, on est... début des années 2000, il y a tout le contexte avec la guerre en Irak, la guerre un peu partout, et puis tu sais que l'humanitaire, tu vas aller dans un endroit où a priori les autres ne vont pas, donc c'est forcément effrayant. Et en même temps, avec un parcours qui fait que je fais une première année d'études où je me fais virer de mon BTS, je reprends un truc in extremis qui m'amène à faire la fédération de golf allemande en stage. Enfin, c'était un peu le gros bazar. Et donc, je me lance dans la com avec cette idée en tête que l'humanitaire, c'est quelque chose qui me plaît. Mais là, tout de suite, je saisis les opportunités et j'avance un peu la tête dans le guidon, dans un truc où la com, il y a un peu d'événementiel, on rencontre des gens, on discute et c'est assez chouette. Et en plus, je tombe dans un bar qui se crée. J'ai 22 ans. J'ai vraiment fait mon taf plus la fête pendant 3 ans. Donc à cet âge-là, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même assez cool, même si c'est fatigant. Et donc je pense que ce contexte-là m'anesthésie un peu dans mes envies et mes rêves, et je m'enferme dans un truc. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est quoi ma perspective? A priori, je suis bon dans ce que je fais. J'ai des bons retours. Entre-temps, on a monté un autre bar, on a monté une boîte de nuit. Je passe en fait en direction de plusieurs établissements, développement et tout. Et si tu veux prendre ton indépendance, c'est quoi? C'est monter un bar, un resto, rester à Toulouse. Moi, j'avais des envies d'ailleurs. Et là, j'ai un pote, Paul, avec qui je fais de la musique aujourd'hui, on se suit depuis des années, qui me dit, mais attends, viens, moi j'ai une école à Lyon, ça s'appelle 3A, ils font une porte ouverte, vas-y, débarque. Et c'est comme ça que tu arrives à Lyon pour faire cette école? Ouais, donc je me pointe là-bas, je fais mes entretiens, j'ai pas de réponse, et ils me disent, peut-être le 1er septembre, pour entrer le 15 septembre, on vous attend dans 15 jours. Sauf que moi, j'étais à Toulouse, je continuais à bosser dans le bar. Donc j'ai fait mes valises, j'ai pris un ordi, une guitare, et je me suis pointé chez des potes, j'ai dormi sur des canapes, j'ai trouvé un appart, et puis depuis je suis lyonnais, quoi. Qu'est-ce que tu as gardé d'ailleurs de ces années de la nuit, entre guillemets? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on en a tous une image un peu, peut-être qui n'est pas la bonne, mais qu'est-ce que tu as gardé de ça, toi? La nuit, c'est un monde qui est à part. C'est vraiment un monde parallèle. Enfin, je l'ai ressenti comme ça, c'est-à-dire qu'on vit en décalé. C'est un monde où les amitiés elles arrivent aussi rapidement qu'elles ne repartent. Il y a un petit côté superficiel ou fugace ou pas forcément? Pas au sein de l'équipe, parce que en fait, ça prend le relais de beaucoup de choses, vu qu'on passe notre vie ensemble, puisque la vraie vie, entre guillemets, on la côtoie assez peu. On commence à travailler à 17h, nous on finissait à 2h, 3h du matin après le ménage. Et puis quand les gens vont faire un after work à 17h, nous on faisait un after work à 3h du mat. Donc c'est pas les mêmes non plus. Et ce qui est très sympa, mais à un moment donné, on se sent quand même un peu décalé. Et la superficialité, elle peut arriver sur ce truc, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. De un jour, tu fonctionnes bien, donc les gens viennent à toi. On a fait des partenariats
avec des endroits à Toulouse où moi, quand j'étais plus jeune, c'est des endroits où je rentrais pas. Pour moi, c'était un peu grisant de vivre ça. Et puis, en fait, on a explosé, on a grandi très vite. On est devenu une place incontournable de Toulouse. On a fait venir des grandes stars internationales, enfin pas internationales, si internationales en plus. Dans les noms, on a eu Mac Miller qui est venu au bar, Fat Joe, on a eu les Casseurs Flotteurs à l'époque, Naman. Et toi, tu as 22 ans, c'est des gars que tu écoutes à l'époque dans ton iPod, je me souviens plus le nom. Ouais, le Walkman, moi j'avais, mais c'est pas la même génération. Ta clé USB et en fait, t'as ça qui arrive là où tu bosses, quoi. Donc t'as l'impression de réaliser tes rêves et en même temps, t'as un risque de péter un peu un câble. Moi, j'ai pété en vol, je le sais. C'est trop, en fait, quand t'es jeune comme ça. En tout cas, pour moi, ça a été trop. Parce que t'es dans une espèce de bulle qui est en dehors de la réalité que toi, tu connais. Enfin, que moi, je connaissais. Et puis surtout, mon déclic, c'est que je bossais beaucoup. On faisait vraiment énormément d'heures. Et un jour, il y a mon frère qui fait son anniversaire un samedi soir. Et je dis, est-ce que je peux prendre ma soirée pour aller à l'anniversaire de mon frère, qui semblait être une chose importante pour moi à ce moment-là. Et on me dit, non, c'est pas possible, on a du monde qui vient, t'es responsable du bar, il faut que tu sois là. Et j'avais pas pris de congé, rien, pendant peut-être 1 an et demi. J'avais vraiment bossé fort parce que c'était un développement et puis tu t'oublies un peu quand c'est grisant et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, en fait, je suis peut-être en train de passer à côté de plein de choses. Et après, plein de potes aussi qui m'alertent et qui me disent fais gaffe, Matt, t'es en train de te couper et tout. Et après, c'est aussi des messages d'amour, tu vois, de dire tu nous manques. Et puis, ça te ressemble pas. Au final, tu es un peu en train de passer à côté de toi-même aussi, quoi. Mais du coup, ça t'a peut-être protégé de cette espèce de maladie aujourd'hui, du burn-out, de l'épuisement, parce que tu l'as connu plus tôt et peut-être que tu es plus attentif aujourd'hui à ça. Alors, je suis plus attentif, mais je pense qu'une fois que tu l'as eu une fois, tu peux y être sujet plein d'autres fois. Et donc, il faut être vigilant. Et je pense que c'est un vrai... Je sais pas si c'est le mal de ma génération, parce que je pense que plein de gens y sont sujets, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant. Et puis, aujourd'hui, moi, je suis dans un métier qui me demande beaucoup d'investissement, autant au niveau des responsabilités, mais aussi au niveau de la cause sur laquelle on travaille, qui est aujourd'hui complexe à traiter et qui demande du coup parfois de faire un peu plus pour arriver au résultat, plus le milieu associatif qui est compliqué. Et donc, il faut être vigilant. C'est pas facile, mais on essaye aussi de se soutenir et de faire en sorte que les équipes se portent bien et nous aussi d'être vigilants, mais c'est pas simple tous les jours. Ouais. On va parler de tout ça parce que c'est vrai que c'est une belle cause et un engagement assez fort. Aujourd'hui, tu as 34 ans. Ouais. C'est encore assez jeune, hein, tu sais, on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Bien sûr. Mais comment tu regardes celui que tu étais à 20 ans là? Je me souviens que encore sur Internet, disons que tu avais laissé des trucs une fois sur doyoubuzz.com. T'imagines un peu le truc j'ai même mis un vidéo. Hein. Ah ouais. Et tu te présentais en disant voilà, au cours de l'ensemble de mon parcours, j'ai essayé de créer du lien entre les individus et donner du sens à mes actions éducatives et professionnelles. J'aimerais aujourd'hui partager mon expérience et ma volonté au sein de nouveaux projets ambitieux. Alors c'est tout bien comme il faut. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes de ça? Est-ce que ça a changé ou est-ce qu'il n'y avait pas déjà plein de choses en fait qui étaient présentes il y a presque 10 ans quoi? En plus, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on parlait ce week-end avec ma belle famille et je pense qu'on ne change pas radicalement entre ces 20 ans et ces 34 ans. Je pense qu'on prend de l'épaisseur ou on prend une autre vision du monde et on confirme ou non des envies qu'on avait plus jeunes. Je pense que projet ambitieux, ça j'ai toujours parce que je sais pas, c'est un tempérament comme ça. Le strict minimum, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Et créer du lien en bossant chez Singa, c'est un peu la maxime, donc je dirais que je reste aligné là-dessus. Et puis au final, je pense que si tu veux avoir des choses ambitieuses dans ta vie, tu peux pas le faire tout seul, donc autant être plutôt pas trop mauvais pour créer du lien, quoi. Alors quand on en parlait d'ailleurs, parce que je te demandais ton âge, tu me disais 34 ans, et puis tu évoquais à un moment alors pas forcément le syndrome, mais tu sais, le syndrome de Peter Pan, de celui qui parfois ne veut pas forcément vieillir ou pas forcément grandir, parce que c'est dur d'affronter le monde et la réalité. Toi, tu voyais aussi quelque chose du genre de garder un peu sa force de l'enfance ou la créativité de l'enfance ou l'innocence de l'enfance tout en étant lucide sur le monde, malgré ton engagement aujourd'hui, ton activité délicate et dans le monde dans lequel on vit, tu as l'impression que tu as réussi à garder un peu ton âme d'enfant ou ton émerveillement ou l'authenticité qui te permet de faire face? Je pense que je ne l'ai pas assez gardé. Je pense qu'à un moment donné aussi, il y a des épreuves qui atteignent un peu cet enthousiasme et cet optimisme. Et après, il faut essayer de le garder. Et puis... je disais l'entourage aussi, ça c'est important, qu'ils puissent nous stimuler, nous proposer des choses et qu'à un moment donné on s'autorise à le faire, même si c'est risqué, même si c'est parfois pas rationnel, même si c'est parfois un peu bête. Je pense qu'il faut sortir de cette question de la bêtise, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire une erreur, c'est pas très grave. Après, il faut pas se mettre en danger, évidemment, ça c'est le principal, mais
Quand les gens se questionnent sur ouais, je suis pas bien dans mon travail, je me sens pas aligné ou pas à ma place, je peux comprendre que d'un côté, ce soit vertigineux d'amorcer un changement, mais en même temps, si c'est pour aller mieux, il faut se donner la possibilité de le faire. Et j'ai l'impression, quand on est plus jeune ou que les enfants, ils ont moins de difficultés à faire ces choix-là parce qu'à un moment donné, il y a une envie et ils n'ont peut-être pas cette pression de c'est bien, c'est pas bien, c'est rationnel, pas rationnel, c'est le bon moment ou pas le bon moment. Ils le font et il y a une spontanéité et qu'il faut, je pense, essayer de garder. Moi, j'ai parfois de la facilité à le faire et sur d'autres sujets un peu moins. Et c'est sur ces autres sujets qu'il faut que j'arrive à travailler, mais a priori, ça se passe pas trop mal pour le moment. Pas trop mal. Ouais. Alors, je sais que tu es co-directeur de Singa Lyon. Ça veut dire que tu as une co-directrice, en l'occurrence, qui s'appelle Birgit. Birgit Vinquier, pour ceux qui ne la connaissent pas. Est-ce que tu veux nous parler en quelques mots de ce que fait Singa et puis de ce qui se passe ici à Lyon? Bien sûr. Donc Singa, déjà, donc on est à Lyon, mais c'est un réseau international qui est basé à Paris, qui a émergé en 2012 d'une initiative citoyenne et d'un constat simple, c'est que les nouveaux arrivants, réfugiés, demandeurs d'asile, mais tous les ressortissants étrangers qui arrivent en France dans leurs premières années sur le territoire, ils ont un lien essentiellement avec des personnes de l'administration qui les accompagnent dans leur démarche. Et nous, on pense que ça, c'est pas suffisant pour participer à leur inclusion sur le territoire et à faire d'eux des acteurs de la société de demain. Parce que s'ils sont là a priori, c'est qu'ils ont envie de faire partie de la société de demain. Et donc nous, c'est comment on devient facilitateur de ça. On est dans une relation de pair à pair, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme d'assistance, mais vraiment de faire ensemble, de faire avec les personnes et de construire avec elles le projet qui leur convient. Qui soient professionnels au niveau de l'emploi ou de l'entrepreneuriat en créant leur entreprise. Et la porte d'entrée de tout ça, c'est de créer des espaces qu'on appelle activités socioculturelles, qui peuvent être des simples blabla. On vient, on se rencontre, on discute, on crée du lien, on se crée un réseau. Et c'est pas à Lyon qu'on va expliquer que le réseau, c'est important. C'est une vraie ville de réseau, comme beaucoup d'autres, mais à Lyon particulièrement. En tout cas, c'est ce que j'ai, moi, observé en ayant bougé un peu. Et ensuite, des activités sportives, culturelles, artistiques, ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de permettre à ces gens-là qui arrivent, pour diverses raisons, de se sentir bien. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est à la fois noble comme cause, etc. Mais on fait difficilement ne pas penser à tout ce qui se passe comme débat, y compris aujourd'hui, sur la manière dont on accueille l'autre ou la différence. À ton avis, toi qui les croises ou les côtoies, est-ce qu'on sait souvent pourquoi ces gens viennent ou pourquoi est-ce qu'ils arrivent et comment on peut faire pour mieux les accueillir, justement? Alors déjà, pourquoi les gens viennent? Moi, je renverrai par une question, c'est pourquoi nous, on est arrivé quelque part? Parce qu'au final, les motivations des uns, bien souvent, sont les mêmes que celles des autres. C'est-à-dire qu'on cherche un meilleur pour soi ou pour son entourage. Parfois, on quitte une situation complexe, violente, dangereuse. Parfois, on risque pour sa vie. Parfois, on a peur pour la vie de son entourage. Et donc, toutes ces raisons-là font que parfois, on crée un mouvement. On peut le créer en interne, donc de Toulouse à Lyon pour moi. On peut le créer aussi dans le pays frontalier, ce qui est la majorité des cas des personnes qui ont un parcours d'exil. Ou alors on peut décider de se lancer dans cette grande aventure vertigineuse qui est la migration vers des pays avec des économies plus stables, des opportunités différentes et qui promettent, parce que je pense que la France, pendant très longtemps, avec aujourd'hui la situation peut-être un peu moins, et ce phare quelque part dans une forme d'obscurité ou parfois même d'obscurantisme et une terre d'accueil et d'opportunité pour les personnes qui souhaiteraient développer un avenir meilleur. Aujourd'hui, le contexte, il nous montre qu'il y a un repli sur soi, qu'on met beaucoup d'anxiété et on rend la situation très anxiogène. On parlait tout à l'heure, c'était hors caméra, mais vous faisiez une interview et vous disiez que justement, il y a l'optimisme est en baisse chez les gens. Et je pense que ça, c'est lié au débat et ainsi de suite. Mais en réalité, ce qui arrive sur notre territoire, ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, ils arrivent avec une volonté de créer quelque chose de nouveau et qu'on le fasse ensemble. Et donc ça, pour nous, c'est une motivation suffisante pour les accompagner et faire en sorte que la société de demain, elle ressemble vraiment au monde qui se dessine à nous. On parlait de demain tout à l'heure. Demain, on ne peut pas l'esquisser seulement sur les craintes d'hier. Il faut essayer de se faire un exercice de projection et de se dire que
la société d'aujourd'hui, c'est le résultat des migrations d'hier. Et a priori, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de choses très positives qui en émergent. Eh ben, appuyons-nous là-dessus et essayons de designer le monde de demain sur cet apprentissage-là, plutôt que de se refermer sur nous-mêmes avec une espèce de nostalgie d'une époque qui n'est plus et qui a sûrement été super heureuse et porteuse de beaucoup de choses pour les gens qui l'ont vécu à cette époque-là. Mais pour les nouvelles générations, les générations actuelles, il y a d'autres enjeux et il faut qu'on les aborde de manière plus positive et plus ouverte. Ça, c'est en tout cas ce qu'on défend chez Singa. Oui, c'est un peu une conviction et c'est un peu votre ADN. Mais comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, effectivement, la France a été un phare, une espérance, un modèle, et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est comme en repli ou qu'on n'est plus tout à fait attaché ou à nos valeurs, ou à notre histoire, ou nos principes ou... Pourquoi est-ce que les gens se replient en ce moment ? Est-ce que toi, tu as une explication ? Est-ce que les gens t'en parlent ? Est-ce qu'on te dit des choses ? Comment tu comprends ça ? Alors, je pense, c'est sûrement très personnel comme approche. C'est pas une position de Singa ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui m'avait intéressé, qui était aussi la base de mon mémoire de fin de master. Et c'est qu'il y a une société aujourd'hui qui est très différente de celle d'hier, beaucoup plus connectée, avec un accès à l'information qui est massif. Et donc, d'un monde qui était inconnu à l'époque, on est rentré dans une autre perspective qui est un monde très complexe. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se renseigner pour avoir de l'information sur l'inconnu. Maintenant, on doit traiter de l'information du monde inconnu pour se faire un avis. Et en plus de ça, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de nuances parce que le monde étant tellement complexe que la nuance crée du flou. Donc, on radicalise ce qu'on pense pour être entendu et compris. Et dans la radicalité, sur n'importe quel sujet, eh bien, ça crée du clivage. Et ce clivage-là, à mon avis, mène à un communautarisme sur plein de sujets. Je ne parle pas que ethnique, religieux ou peu importe. Qui est le versant un petit peu négatif de la communauté, parce que la communauté en soi, c'est quelque chose d'intéressant. Mais qui avant était par exemple, on aurait pu dire la communauté toulousaine, parce que je la connais un peu mieux, qui est très diverse. Il y a des ingénieurs d'Airbus, des rugbyman, des lycéens, des étudiants. Voilà, ça c'est la communauté toulousaine qui est très diverse et qui arrive à vivre ensemble parce qu'ils ont des valeurs communes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les communautés s'uniformisent et qu'il n'y a plus de lien, ou très rare, d'une communauté à une autre. Et donc le dialogue étant plus dur et la compréhension des communautés entre elles étant plus compliquée, il y a moins d'échanges, donc plus de peur. Et donc, plutôt que de se projeter dans un avenir commun, un dessein commun, qui devrait être porté par quelque chose de plus haut, qui nous dépasse, qu'on aurait pu appeler à un moment donné la nation, qui peut-être changera de nom. Aujourd'hui, on est sur de l'intérêt individuel de communauté. Et donc, dès lors qu'il y a concurrence entre les communautés, c'est très complexe de travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on définit une communauté locale qui viendrait en opposition à une communauté de nouveaux arrivants. Et on a du mal à esquisser comment on peut avancer ensemble. Et c'est ça qui crée, à mon avis, le dysfonctionnement d'aujourd'hui. Il y a là un repli sur soi parce que le monde aussi est peut-être plus compliqué, plus rugueux, plus difficile et que les gens ont du mal à partager parce qu'en fait, quelque part, c'est ça. On a l'impression qu'on va nous prendre quelque chose. Oui, et les gens ont peur. Et il y a une phrase qui était assez intéressante d'un membre de la communauté de Singa qui disait, par exemple, dans le cadre de la loi Darmanin, est-ce que en donnant moins aux nouveaux arrivants, ça va donner plus aux personnes locales ? Eh bien, c'est faux. Donc, au final, personne ne vole rien à personne. Et si on part de ce postulat-là, du fait que personne ne vole rien à personne, alors travaillons ensemble, parce qu'on est juste à côté avec les mêmes envies, parce que fondamentalement, tout le monde essaye de travailler au mieux qu'il peut pour être heureux. Ça, c'est l'objectif ultime. Prendre soin de son entourage et faire en sorte d'avoir des actions positives sur son environnement. Et à la marge, il y a des gens qui décident de faire autre chose, mais c'est la marge. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on généralise la marge et que ça fausse le débat, la vision du monde, en tout cas celle que moi j'ai décidé de voir, qui me semble peut-être plus juste, à tort ou à raison, mais on fait aussi ses choix. Et
Et donc voilà, je me suis un peu perdu dans la réponse, je t'avoue. Non, mais j'essaie de te suivre, etc. On parlait du coup de l'accueil, du partage, de la possibilité, en fait, que ça ne prive pas les gens et qu'il y a de la place peut-être pour créer tout ça. En t'écoutant, je réfléchissais à, tu sais, ce que tu racontais au début sur les différents fils de ton parcours. Est-ce que tu as l'impression, tel qu'on te voit là posé comme ça, on a l'impression que tu t'es trouvé ou que Singa, c'est vraiment une rencontre. Comment est-ce que tu as rencontré Singa, puisque, en fait, la première fois, et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? On a l'impression que tu t'es posé au bon endroit là. Déjà, c'est le hasard. Donc, à l'époque, je travaillais dans une structure, une asso qui s'appelle l'ADIE, ADIE, donc Association pour le droit à l'initiative économique. Pardon. C'est un peu le microcrédit, je crois. C'est ça. C'est un des instituts de microcrédit les plus importants d'Europe. Et dans ce cadre-là, j'intervenais à l'OFI, donc Office française de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre de la semaine républicaine. Et j'étais en binôme avec Adam, donc, qui est aujourd'hui mon collègue. Et je rencontre Singa comme ça, et on commence à faire des interventions ensemble, et j'en apprends un peu plus sur l'asso. Et puis, un peu comme plein de gens, moi je suis à l'ADI pendant le Covid. À la différence de peut-être certains et certaines, c'était une période pour les entreprises qui était complexe et qui demandait d'avoir un vrai soutien et un vrai accompagnement aux entrepreneurs. Et donc l'ADI, nous, on a presque plus travaillé pendant le Covid que le reste de cette année-là. Et donc voilà, je suis rentré un peu dans un espèce de fin de cycle à un moment donné. Et puis là, il y a l'opportunité qui se présente. Je vois sur LinkedIn. Entre-temps, je suis passé de Viadeo à LinkedIn. Modernité. Voilà, modernité. Vieilli. Mais j'ai pas clôturé mon Do You Buzz, dommage. Et donc, voilà, j'envoie ma candidature, je passe les entretiens et au final, ça fonctionne. Et ça, c'est très cool. Et maintenant, ça fait presque 2 ans que je suis là-bas. Je suis rentré en coordination de programme. Très rapidement après, restructuration. Je passe en codirection avec Birgit. On ouvre un tiers-lieu à Oulin, enfin la Mulatière, pardon. On fait 3 années professionnelles en une et puis nous voilà aujourd'hui, quoi. Et c'est aussi ce que je recherchais, travailler sur du long terme, développer un projet et être en lien direct avec une cause. Et je pense que la cause des migrations et de la construction de demain, sociale en tout cas, je pense que c'est le sujet du moment. Et donc, je suis au bon endroit. Est-ce que du coup, tu as l'impression, et tu dirais, quand tu présentes un peu ton activité, est-ce que tu dirais que tu as un métier, tu as une fonction, tu as quelque chose d'engagé? Est-ce que pour toi, tu as l'impression d'être engagé peut-être plus que d'autres ou différemment? Ou est-ce que ça te parle comment, cette notion d'engagement, du coup? Déjà, je pense que l'engagement, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc, je ne me permettrai pas de dire est-ce que je suis plus ou moins engagé qu'un autre. Et c'est comme d'ailleurs cette injonction au sens, tu parlais tout à l'heure du fait que c'était un peu contre les injonctions. Moi, le sens que j'ai dans mon travail, c'est ce que je définis être le sens important que je veux donner à ma vie. Mais tu dis pas c'est bien, c'est mal, t'as pas de jugement là-dessus. Non, c'est le mien. Ouais. Et moi, je considère que je suis aligné aujourd'hui entre ce que je fais et la manière dont j'appréhende le monde. Après, on est tous des personnalités multiples. À côté de ça, j'ai ce projet musical dont tu parlais tout à l'heure, qui me permet aussi d'assouvir d'autres envies, d'entretenir le rêve d'enfant, de la musique, ce genre de choses. On est multiples. Je pense que si j'avais que Singa, ce serait pas suffisant. Si j'avais que la musique, ce serait pas suffisant. Si j'avais un métier autre, ce serait pas suffisant ou ce serait différent. Et dans tous les cas, la notion d'engagement, c'est peu importe ce que je fais, si je décide de le faire, je le fais à fond. Et je pense que moi, ma notion de l'engagement, elle est là. C'est-à-dire de tenir ces engagements. Parce que quelque part, c'est souvent presque plus difficile de tenir les engagements que de s'engager, en fait. L'engagement, il se raconte dans la durée, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, je pars du principe que dès lors que je pose mon engagement, c'est dans la durée. En tout cas, ma perception d'engagement, elle est là. Et que je pense qu'il faut plutôt dire non à un engagement qu'on ne peut pas tenir. Et c'est pas grave, parce qu'on a tous 24 heures dans nos journées et qu'il faut aussi avoir un équilibre entre plein de sphères qui nous enrichissent. Et par contre, quand on s'engage, en tout cas, c'est ma vision de la chose, je le fais à fond. Et parfois même, on s'oublie. Donc c'est là où il faut arriver à trouver la balance entre se donner à fond et ne pas s'oublier. Et ça, c'est
pour moi le plus dur. Oui, et de savoir poser des limites à l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, tu évoquais l'Inde, tu évoquais l'extrême pauvreté, des situations difficiles. On aurait toujours envie de faire plus, de donner plus, etc. Et toi qui côtoies certainement des associations solidaires, pour le coup, je crois qu'il faut savoir aussi dire non pour se protéger soi à un moment. Oui, c'est toujours très complexe d'arriver à avoir une distance de proximité. Donc, je ne sais pas si ça existe comme terme, mais c'est-à-dire que émotionnellement, on ne peut pas tout recevoir, tout emmagasiner, tout traiter, c'est pas possible. Et dans les métiers qu'on fait, et encore moi, je ne suis pas le mieux placé, les gens avec qui je travaille, eux, ils sont vraiment en lien tous les jours avec ces personnes-là, et ils accueillent la parole de ces gens-là tous les jours. Et c'est beaucoup plus dur pour eux que pour moi. Néanmoins, il faut quand même arriver à mettre de la distance, mais ne pas être froid. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas répondre à toutes les problématiques, on ne pourra pas donner des solutions à tout le monde. Nous, ce qu'on peut faire, c'est notre métier du mieux qu'on peut, c'est créer des espaces pour que les gens créent du lien et qu'ils arrivent à générer eux-mêmes leurs propres opportunités. Et si nous, on ne peut pas le faire, c'est d'arriver aussi à être suffisamment alerte de ce qui se passe autour de nous pour faire de l'orientation auprès de nos partenaires, auprès des administrations compétentes et ainsi de suite, pour faire en sorte que les solutions, elles viennent d'ailleurs si elles doivent venir d'ailleurs, et qu'on travaille ensemble sur la résolution des problèmes de ces gens-là. Et ça, c'est vrai que c'est complexe parce que parfois on peut se sentir démuni, parfois on peut se sentir que c'est pas suffisant, parfois aussi les gens ont des réactions qui peuvent être violentes, pas physiquement, mais de dire on fait pas assez, parfois c'est le cas, mais c'est parce qu'on ne peut pas. Quand tu croises, je suppose, pas mal de personnes qui sont engagées chacune et chacun à leur manière, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des points communs? D'abord, à Lyon, on dit souvent que c'est un endroit où il y a particulièrement de l'engagement. Toi qui côtoies la jeune génération, même si tu es déjà un vieux pour certains jeunes, etc., et qu'on est toujours, ce que je disais, le jeune ou le vieux de quelqu'un, est-ce que tu as l'impression que la jeune génération s'engage, ou c'est quoi le point commun à l'engagement que tu peux voir ou déceler en fait? L'élément commun, c'est que je pense qu'on est tous intimement convaincus que agir permettra à demain, puisque c'est le thème, d'être meilleur. Et ensuite, dans l'engagement, il y a aussi cette notion d'humain, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire que je suis engagé chez Singa, mais je ne suis pas engagé à proprement parler pour la structure, mais pour les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire qu'on a un sens du partage des responsabilités et du fait qu'on va y arriver ensemble. Et je pense que ça, c'est le point commun. Après, il y en a qui décident de s'engager dans l'environnement, dans les violences faites aux femmes, sur les questions migratoires, sur l'alimentation. Ça, c'est des sujets qui sont évidemment importants. Chacun y trouvera le sens qu'il veut ou va aller dans cette direction-là parce que c'est ça qui a du sens pour eux. Mais la notion d'engagement, elle est la même pour tout le monde, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, c'est de dire je vais travailler collectivement à la résolution d'une problématique et je vais le faire en y mettant le maximum de l'énergie que je peux y mettre. Et ça, pour moi, c'est ce que je vois chez toutes les personnes que je côtoie. C'est que la solution, elle est forcément collective, même si elle part des individus, mais il n'y a pas de possibilité autre. Tout seul, on n'y arrive pas. Alors, je dirais que la réponse, elle est collective, mais que avant ça, il faut arriver individuellement à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que si on veut s'engager pleinement, il faut savoir ce qu'on peut apporter individuellement. Qu'est-ce qui a du sens pour nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi? Peut-être même sortir de la pression qu'il y a autour de nous, de dire, on entend souvent, moi j'ai une famille de gauche, du coup je suis de gauche, mais si ça n'a pas de sens pour toi, c'est pas grave. Tu mets plus de temps. Tu mets plus de temps à assumer que tu es de droite quand tu es né dans une famille de gauche. Voilà, en fait j'en sais rien, mais c'est un exemple qui m'est venu comme ça spontanément. Et dès lors qu'on arrive vraiment à trouver ce qui nous... dans la situation dans laquelle on se sent le plus aligné, à ce moment-là, l'engagement est beaucoup plus facile. Alors, il y a beaucoup de structures que tu croises qui sont engagées. On en croise aussi beaucoup, évidemment, sur Lyon Positif. Et on va faire un petit jeu, si tu veux bien, bien sûr. Pour voir si tu connais un peu l'écosystème. Alors, toi, tu les connais bien, donc c'est pas simple. Ouais, mais bon, c'est pas et garanti. Le petit jeu, c'est je vais te donner des noms d'associations et je vais te donner des propositions et tu vas me dire est-ce que ça correspond à ce qu'ils font. Okay. Alors, par exemple, la première association, c'est On the Green Road. Ouais. Alors, à ton avis, est-ce que c'est une association qui revégétalise les routes dans les grandes villes?
Est-ce que c'est une association qui promeut la voiture électrique auprès des citoyens? Ou est-ce que c'est une association qui accompagne au voyage engagé et à la réalisation d'un média citoyen? C'est la dernière solution. La dernière solution. Ouais. Ça, je précise que c'est le rédacteur en chef. Hein. C'est William qui a fait des recherches, aidé par l'ensemble de l'équipe, pour nous trouver ça. On the Grid Road, oui, c'est ça. Mais j'ai déjà échangé avec eux. Ouais, tu les connais un peu? Ouais. Ok. C'est très cool. Alors, une deuxième association, aussi, c'est des gens qu'on aime bien et dont le nom est plutôt sympa, c'est les Échos Charlie. Okay. Alors, plusieurs options. Est-ce que c'est une association qui cherche à vélo dans Lyon une personne nommée Charlie pour lutter contre la solitude? Est-ce que c'est une association qui récupère les invendus alimentaires dans les magasins bio pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Ou est-ce qu'à ton avis, c'est une association qui réinvente le voyage et la découverte de nouvelles cultures au sein de sa propre ville pour diminuer les déplacements en avion? Alors là, il y a un piège en fait. Je pense que... Enfin, j'en ai aucune idée, mais je dirais que c'est les deux dernières. Alors, en fait, c'est là où est le piège, c'est pas sympa. C'est que c'est la deuxième, c'est une association qui récupère les invendus alimentaires. Okay. Mais l'association tu vois, qui réinvente le voyage et la découverte de nouvelles cultures au sein de sa propre ville pour diminuer les déplacements en avion, c'est aussi une asso qui existe, dont on a parlé sur Lyon Positif, qui s'appelle Éco-Voyage. Et en fait, l'idée, elle est par exemple de te faire expérimenter un cours de salsa ou de découvrir des choses pour te plonger comme si tu étais en Argentine, mais sans voyager. Et d'ailleurs, ils ont été incubés par Singa. Exactement. Ouais. Donc tu vois. Et puis peut-être une dernière sur la mission de Safe Women Walk. Est-ce que c'est une organisation de marche nordique entre femmes de tous âges? Est-ce qu'à ton avis c'est la création d'un réseau d'entraide entre femmes dans le milieu de la nuit? Ou est-ce que ce sont des marches punitives contre les harceleurs de rue? J'en ai aucune idée. Et je dirais la deuxième parce que ça semble plus plausible. Non, ce serait peut-être un clin d'œil. Mais... Ouais, Safe Women Walk. Ouais, en fait, c'est ça. Et on les avait rencontrés pareil dans des festivals. Et effectivement, c'est des endroits où tu peux créer des moments de rencontre, de partage, et tu peux alerter dans des situations parce qu'on sait que dans ces moments à la fois de nuit, hein, que tu connais, où effectivement, sans doute, il y a. Tu étais confronté déjà à ce type de souci, toi, qui a été dans le monde de la nuit, dans des boîtes, etc. Est-ce que la notion de la sécurité des femmes, etc., dans ces espaces, était déjà un sujet pour toi? Alors, c'était pas un sujet. Parce qu'aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup et c'est très bien comme ça. Et moi, je parle de début 2010, où déjà, j'étais beaucoup plus jeune, on était quand même moins informés. Et on n'a jamais entendu parler de choses qui se passaient là où moi je travaillais. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait rien qui se passait? Ça, j'en sais rien. Je pense que ça a dû arriver comme ailleurs. Mais je trouve ça cool aujourd'hui justement que ce sujet-là, il se spécialise dans tous les domaines. Je ne savais pas que ça existait dans le monde de la nuit. On en parlait tout à l'heure, le monde de la nuit c'est quand même complexe, il y a de la prise de substances, il y a du changement de comportement, et le fait que des initiatives comme ça existent pour qu'on puisse faire la fête de manière plus sécurisée, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc effectivement, c'est comme ça qu'au gré des rencontres, on découvre des associations et des gens particulièrement engagés. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu aussi quand même de l'actu de Singa là? On est aux alentours de fin février. Là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a comme projet sympa chez Singa Lyon? Alors, projet sympa, je ne sais pas si c'est un projet sympa. En tout cas, c'est un projet pour lequel on va avoir besoin de soutien. Donc, on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc, c'est du financement participatif pour financer les activités de Singa, parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, le financement des associations dans son ensemble est très complexe, que les enveloppes diminuent, et que en plus de ça, nous on est quand même sur un sujet où il peut y avoir une certaine, les gens peuvent être frileux à nous accompagner. Donc la campagne, elle s'appelle Et si une rencontre pouvait tout changer? Et c'est un peu ce qu'on essaie de défendre chez Singa. Donc on cherche des ambassadeurs pour permettre d'animer la campagne au sein d'entreprises, de familles, de réseaux familiaux ou amicaux, pour nous permettre aussi de pouvoir aller plus loin dans notre réseau et avoir de plus en plus d'alliés sur notre cause, parce qu'on pense que c'est un défi collectif et que nous, on se veut être juste la facilitation de ce mouvement-là.
Et puis ensuite, chez Singa, il se passe toujours des choses sympas. Donc moi, j'inviterai les gens qui veulent nous rencontrer à venir sur les activités socio-culturelles, rencontrer l'équipe, rencontrer tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, on est plus de 2300 membres avec en moyenne 80 nationalités différentes représentées. Donc au même titre que Eco-Voyage vous permet d'aller voir l'ailleurs en restant ici, les activités socio-culturelles de Singa le permettent aussi. Et puis si vous avez un projet d'entreprise, que vous êtes nouvel arrivant, venez nous voir, on sera un plaisir de vous accompagner. Et si vous avez un projet d'accès à l'emploi, vous voyez que votre niveau d'études ou votre parcours n'est pas valorisé à la juste hauteur, et venez nous voir aussi, on vous accompagne sur ce sujet-là pour lutter contre le déclassement professionnel qui est aussi une réalité. Voilà. Et après, si vraiment vous entendez ce podcast autour du mois d'août, on fait un festival qui s'appelle le Bazar Festival qui aura lieu au HIT le week-end autour du 15 septembre. J'ai plus la date exacte en tête, et ce sera un vendredi-samedi. On aura l'occasion d'en reparler, d'y revenir certainement. Alors tu sais, pour avancer encore, mais bientôt dans peut-être la fin doucement de ce podcast, parce qu'on pourrait parler des heures avec toi, et c'est un plaisir. On est chez Lyon Positif, le média des récits locaux à impact positif, donc on essaie d'être dans l'inspiration, et tu sais, notre ADN, notre raison d'être, c'est l'action par l'inspiration, c'est-à-dire que plus on va montrer des choses inspirantes, plus les gens auront envie de s'engager. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, l'inspiration? Est-ce que parfois, ou je suppose que ça doit te gêner ou te déranger, mais est-ce qu'on peut te dire que si tu es inspirant, est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu accueilles favorablement? Est-ce que tu cherches parfois à l'être pour engager à l'action, ou c'est pas forcément ton sujet à toi d'être inspirant? Le fait d'être inspirant, déjà, on le maîtrise pas, quoi. Moi, j'essaye, j'en parlais tout à l'heure, d'être aligné, c'est-à-dire que je pense que comme plein de gens, on a parfois je sais pas si c'est des angoisses ou des questionnements. Et moi, pendant un temps, je me suis posé la question je pense dans une phase de vie, on a peur de mourir, par exemple. Et je me dis, pourquoi j'ai peur de mourir? Et je me suis rendu compte que j'avais peur de mourir parce que je ne savais pas ce que j'allais laisser derrière moi. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'immortalité, quelque part? Et ça, c'est une phrase de Gladiator, un grand film. Chacun sa ref. Chacun sa ref, exactement, où il dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie va avoir un écho dans l'éternité ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'immortalité, c'était ça, c'était d'essayer d'avoir un maximum d'impact positif dans son quotidien, que à notre contact, certaines personnes prendront ou prendront pas, et peut-être vont faire évoluer leur comportement sur tel et tel sujet, au même titre que moi j'ai pu évoluer sur d'autres au contact d'autres personnes, et que en faisant ça, peut-être qu'on n'est pas inspirant, mais on peut être moteur de changement. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime en essayant de... L'exemplarité, c'est compliqué à atteindre, mais en tout cas, d'être toujours aligné au maximum, en tout cas, et d'être mesuré dans ce que je fais. Et si ça trouve écho chez certaines personnes, à ce moment-là, j'aurai à peu près réussi ma vie. Ce sera cool. Et après, si je suis inspirant, encore une fois, c'est pas à moi de le définir. C'est pas à toi de le décider, mais c'est quelque chose qui te parle. Et tu le disais, est-ce que toi-même, tu as rencontré dans tes choix, dans tes parcours, quelqu'un d'inspirant? Est-ce que tu as eu un modèle ou quelqu'un qui a fait un moment en sorte que, paf, tu bifurques, ou que tu dises, ouais, c'est ça qui pourrait me parler davantage? Je sais pas, je pense que j'ai pas un tempérament à être fan, par exemple. Je peux avoir beaucoup d'admiration pour plein de choses. T'es pas comme ça avec quelqu'un? Non, on va dire, en fait, j'ai eu des rencontres au scout, par exemple. Il y a un chef, notamment, Georges, je sais pas s'il entendra ça, qui a eu le rôle de grand frère et aussi de mentor sur plein de choses. Il m'a appris la valeur travail, de l'engagement, de se donner à fond. Ça, je pense que je le porte encore aujourd'hui. Et lui, il s'en est peut-être pas rendu compte à l'époque. Souvent, c'est le cas. Ouais. Peut-être les gens ne s'aperçoivent pas de l'impact qu'ils ont au moment où ils font les choses. Exactement. Après, toutes les expériences, ma famille, c'est tous ces gens-là qui ont à un moment donné une approche bienveillante et qui essayent de faire en sorte qu'on soit le plus épanoui, le plus aligné possible. Ça, c'est des choses que je respecte. Et puis ensuite, il y a des phrases par-ci, par-là, de gens qui font parfois des sorties de route ou qui nous glissent un enseignement, soit dans une chanson, une interview, un livre, un film. Tu vois, je pensais pas que je citerais Gladiator aujourd'hui. Peut-être que c'est pas approprié, mais en tout cas, il y a de la connaissance du savoir à peu près partout.
même dans les choses qui paraissent les plus insignifiantes. Et moi, je me raccroche à ces trucs-là et j'essaye de me les approprier et de faire en sorte de tisser ma toile après à travers ça. Et des personnes inspirantes, il y en a plein. Alors justement, peut-être que tu vas pouvoir nous aider, parce qu'une des idées de l'inspiration et du partage, c'est de pouvoir avoir comme une recommandation où, si tu te mettais à ma place, qui tu aurais envie d'inviter dans les gens que tu connais, par exemple? Ok. Quelqu'un avec qui on a commencé à échanger de plus en plus, qui travaille au Fait-Tout, là où je travaille aujourd'hui. Et puis en plus c'est d'actualité parce que au moment où on enregistre le podcast, c'est l'hiver. On a eu des semaines où il faisait vraiment très froid et la question du sans-abrisme, elle est centrale en cette période. Et donc moi je voudrais parler de Baptiste de l'association La Cloche, qui travaille un peu avec les mêmes méthodologies que Singa, du pair à pair, et de comment ils arrivent à créer du lien avec les personnes de la rue et les gens de la société dans son ensemble, et de créer des activités ensemble pour lutter contre l'isolement, recréer du lien et ainsi de suite. Et donc, en tout cas, c'est la personne que je recommanderais aujourd'hui, Baptiste de La Cloche, La Cloche fait un travail vraiment, vraiment chouette. Ils sont hyper investis et c'est une personnalité qui vaut le coup d'être rencontrée. Ok, c'est noté. On essaiera de l'inviter de ta part alors. Et un dernier mot, puisqu'on était parti de ce point de départ demain. Est-ce qu'il sera vraiment meilleur, le monde de demain ? Je ne sais pas s'il sera meilleur, mais en tout cas, si y a des gens qui ont envie de travailler à ce qu'il le soit, allez-y. N'hésitez pas à rencontrer des gens qui pensent comme vous. Et créer le monde de demain, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est faire du lien avec les gens qui ont envie de le faire. Ne pas faire abstraction de ceux qui ne veulent pas, mais ne pas baser son envie que sur les gens qui n'ont pas envie que ce soit demain un jour meilleur. Voilà. Eh bien, écoute, on garde ça comme mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. C'était un plaisir pour cool. Cette première. J'espère que ça va bien se passer pour vous pour la suite. Et on l'espère aussi. En tout cas, c'était chouette de t'avoir. Cool, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ouais. Merci. Salut. Alors